Salut à tous, bienvenue sur la Grange de Jazz. Après avoir tout démonté dans l'épisode 1 et refait les essieux dans l'épisode 2, aujourd'hui on va s'attaquer au châssis. C'est parti, générique. Cruising with my girl from bar to the starry sky. Her laughter's all I need, don't need to know why. In this rusty red truck, we've got all we need. This small town love, yeah, it's our creed. This small town love, yeah, it's our creed. Commençons par faire un petit état des lieux du châssis. Donc là je l'ai mis sur le dos pour pouvoir l'inspecter correctement. On voit qu'il y a des trous qui ont été faits par la rouille un peu partout. Ici on voit qu'il y a une réparation qui a été faite, la plaque elle n'est pas d'origine. Là à l'arrière on a carrément des énormes trous, il manque des morceaux de métal tellement la rouille a attaqué. Ça c'est la barre qui tient le réservoir d'essence. Ici pareil, il y a un énorme trou fait par la rouille. C'est complètement feuilleté, gaufré. Là on voit qu'il y a un souci, il manque un espèce de tube qui est soudé dans le longeron pour monter les suspensions. Plus je le regarde, plus je me dis que c'était pas très prudent de rouler avec ça tous les jours sur la route. J'aurais vraiment pu avoir des problèmes. La partie centrale du châssis est encore bonne, donc ce qu'on pourrait faire c'est couper ici, refabriquer toute la partie arrière et venir ressouder. Pareil, à l'avant, on pourrait couper ici, refabriquer toute la partie de devant et venir le ressouder sur le milieu. Je suis passé avec une caméra endoscopique dans le trou pour aller inspecter l'intérieur du longeron et là ça a été vraiment la mauvaise surprise. En fait, même au milieu c'est complètement pourri, complètement feuilleté à l'intérieur. Ce qui fait que même si je refabrique, je pourrais pas venir ressouder sur le longeron, j'aurais jamais de métal assez sain pour assurer une bonne qualité de soudure. Et en plus, vu comment c'est feuilleté, c'est possible qu'il n'y ait plus les 3 mm d'épaisseur d'origine, et donc que la rigidité du châssis soit compromis. Il va donc falloir trouver un nouveau châssis, soit un châssis d'occasion encore en bon état, mais ils ont tous un peu cette maladie, soit un châssis neuf si quelqu'un en refabrique, ou en refabriquer un nous-mêmes. Bon, donc il faut trouver un nouveau châssis. La première possibilité, c'est d'acheter un châssis d'occasion. Le problème, c'est que si le châssis est en bon état, il y a de fortes chances que le reste aussi, donc il va pas être vendu en pièces détachées, donc il faut acheter un Jeep complet, en bon état, et mettre le mien à la poubelle. Fin de l'histoire, fin du projet. Bon, c'est pas du tout l'esprit du projet, l'objectif c'est vraiment de remettre en route ce Jeep avec le plus possible de pièces d'origine. Donc le châssis d'occasion, on oublie. Maintenant, un châssis neuf. J'ai trouvé une société en Angleterre qui refabrique des châssis de Land Rover neufs, mais ils font que du Land Rover, donc impossible. En France, il existe des sociétés qui refabriquent des châssis pour 2 chevaux, pour Méhari, même pour 4L je crois, mais personne pour du Jeep. Je suis allé voir aux États-Unis, j'ai trouvé la société Throttle Down Custom qui fabrique des châssis de Jeep notamment. Je les ai contactés parce qu'ils font pas d'envoi international, donc ils pouvaient me l'envoyer vers un port aux États-Unis, donc par exemple Boston. Ils sont basés dans le Montana, donc j'avais à peu près 1000 $ de frais de transport jusque Boston. Ensuite, il fallait que je trouve un transport maritime, donc il faut rajouter encore à peu près 2000 €, 2-3 000 € en conteneur. Et ensuite, il fallait payer les frais de douane et le transport du port du Havre jusqu'à chez moi. Donc ça revenait à un peu plus de 5000 € si je me souviens bien. Donc c'est pas la solution que je vais choisir. Le temps que j'étais au Canada, je travaillais dans une société de mécano-soudés, d'Alcotech. D'ailleurs, salut les gars au passage. Et on fabriquait des châssis de dameuse à neige un peu modifiés sur lesquels on pouvait monter toutes sortes d'outils. Donc des toupies, des grues, des bennes basculantes. Et donc je sais comment on fabrique un châssis de gros engins, on va dire. Je suis pas un expert dans le mécano soudé, mais
J'ai quand même appris beaucoup de choses en travaillant sur ce projet. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas faire mon châssis moi-même, en fait. L'objectif, c'est de faire un châssis le plus conforme possible à l'origine. Donc, il va falloir commencer par modéliser en 3D tout le châssis. Ensuite, on va pouvoir faire découper tout ça au laser pour une meilleure précision. Ensuite, il va falloir plier certaines pièces. Donc, je me suis fabriqué une presse plieuse à la maison. Ensuite, il va falloir un poste à souder au MIG et il va falloir usiner certaines pièces sur le tour à usiner. Bon, bah c'est parti. Comment on fait pour redessiner un châssis complet? Bon, et ben moi j'ai utilisé Katia parce que c'est l'outil que je maîtrise le plus, mais bon, on aurait très bien pu le faire sur n'importe quel logiciel. Je suis reparti des blueprints de la RTA. Donc la RTA, qu'est-ce que c'est? La RTA, c'est un document technique édité par le constructeur, donc par Chrysler, où est-ce qu'on va retrouver en fait toutes les vues éclatées, toutes les procédures de maintenance, toutes les informations qui sont pertinentes pour faire des interventions sur le véhicule. Donc en fait, dans cette RTA, on va retrouver des blueprints donc, qui vont nous positionner certains éléments comme les supports de kit carrosserie, enfin les supports de carrosserie, les supports d'amortisseurs, le support radiateur. Bref, on va retrouver pas mal d'informations assez utiles et on va pouvoir s'en servir pour décalquer un peu la forme du châssis et ensuite on va finir par affiner en prenant des mesures. Il y a deux blueprints en fait dans la RTA, il y a la vue de dessus, donc qui est affichée ici à l'écran, et la vue de côté. Donc la vue de côté, là voilà. Donc on commence par les placer en fait dans le logiciel et par mettre à l'échelle. Donc dans la RTA en fait tout est coté par rapport à ce point de référence qui est un trou dans le longeron en fait, tout simplement. Et beaucoup de codes partent de cette référence qui est le 0 du châssis entre guillemets. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, on va pouvoir placer des plans de référence à certains endroits qui vont nous placer les fonctions des pièces entre guillemets. Je m'explique. Par exemple ici vous avez les supports de carrosserie. Bon, il y a une cote à respecter entre eux. Donc par exemple entre celui-ci et celui-ci, on voit que c'est 1183,6 moins 605. Bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer des plans dans l'espace pour référencer ces endroits bien précis et venir dessiner en fait les pièces autour de ces plans de référence. Donc voilà ce que ça donne, tous les plans de référence de la RTA placés dans mon 3D. Le seul problème de cette méthode, c'est que tous les plans de référence dont j'ai besoin ne sont pas dans la RTA. En fait, ce document, la RTA, il n'est pas destiné à refabriquer des châssis complets, il est destiné à vérifier après, par exemple, un crash, que le châssis n'a pas bougé, n'a pas été déformé. Il est destiné à, si par exemple quelqu'un doit replacer un support de carrosserie qui est rouillé, ça se vend, on peut découper, on peut le ressouder au bon endroit. Donc voilà à quoi ça sert. Mais toutes les cotes n'y sont pas. Donc j'ai rajouté d'autres plans que je suis venu mesurer en fait directement sur le châssis. Donc c'est pas évident parce qu'on est sur des grandes longueurs, on cherche la précision, c'est rouillé, le châssis bon il a peut-être été un peu tordu avec le temps. Il faut faire des moyennes parfois entre le longeron gauche et le longeron droit, mais bon, on s'en sort quand même. Donc une fois qu'on a placé tous nos plans de référence, on va pouvoir redessiner le longeron. Donc, hop, voilà. En vue de dessus, l'avant est droit, on a un premier virage, une courbe, un deuxième virage, et l'arrière est droit. Et l'arrière et l'avant sont parallèles. Donc ça va beaucoup nous aider pendant la fabrication. Ensuite, on s'aperçoit aussi que en vue de côté, voilà, on a différentes courbures avec différents angles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mesurer l'angle entre cette section droite et cette section droite, et on va venir mesurer le rayon de courbure. Et en fait, tous les rayons de courbure tous les rayons intérieurs sont d'environ 300 mm. En fait, le fait que ce soit tout le temps 300 mm, ça va aussi nous simplifier la vie, parce que ça veut dire qu'on va avoir qu'un seul outil à fabriquer pour fabriquer tous les rayons de courbure des longerons. Bon, donc voilà, on dessine les deux longerons, on les fait symétriques. Dans cette vidéo, on va pas trop s'intéresser à comment on va fabriquer les longerons pour l'instant. Ça fera l'objet d'une deuxième vidéo, parce que sinon la vidéo durerait 2 heures, et
et ça serait pas intéressant. C'était vraiment très intéressant. Maintenant qu'on les a fait, on peut virer l'affichage de la RTA et on peut se mettre dans une vue avec les arêtes. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait nos deux longerons, on va pouvoir commencer à placer les éléments qui vont sur le châssis. On commence par la traverse à l'avant, donc c'est simplement un tube. Ici, il n'y a rien de compliqué, on va acheter un tube, on va le couper à la bonne taille, on le met, on le soude, terminé, facile. Ensuite, à l'arrière, on va avoir une autre traverse. Donc là, ça se complique un peu. En fait, cette traverse, il faut qu'elle respecte différentes choses. Ici, on va venir boulonner la carrosserie. Donc ça, il faut que ça soit au bon endroit. Ici, à l'arrière, on va avoir le pare-choc qui va venir se fixer dans les trous. Et en fait, la petite difficulté, c'est de fabriquer cette pièce-là. Il faut réfléchir à comment on la fait. Donc en fait, ce que j'ai choisi de faire, c'est une première pièce pliée à 90. Donc c'est cette pièce-là avec les contours orange. Puis une deuxième pièce ici en dessous, qu'on va venir plier là, ici et là. Et en fait, on va venir souder ces deux pièces ensemble pour en faire plus qu'une. Bon, donc là, on va assembler la traverse arrière. Donc en fait, je l'ai réalisé en deux parties. Donc il y a une première partie qui a été pliée par une société extérieure parce que ma presse n'était pas assez forte pour plier ça. Et la deuxième partie, donc ça, je l'ai plié moi-même. Maintenant, on va venir souder ici tout le long. C'est parti. On commence pas par souder tout d'une traite. Il faut d'abord faire des points à certains endroits pour brider la pièce et éviter que la chaleur apportée par la soudure fasse distorsionner la pièce. Ensuite, il y a une troisième traverse, donc là voici. Cette pièce-là, c'est celle qui m'a donné le plus de difficultés, parce que c'est une pièce qui est fabriquée en fait avec une matrice de formage sur mesure chez Jeep. Et la difficulté, c'est qu'on ne peut pas refabriquer cette matrice, ça coûterait beaucoup trop cher pour une production unitaire ou une production en petite série. Donc il faut trouver un moyen de la refabriquer à bas coût avec les outils dont on dispose à l'atelier. Ce qu'il faut, c'est comprendre quelle est la fonction de chaque morceau de la pièce. Ici, les trous, ils vont servir à accueillir les silent blocks pour boulonner la cabine. Ce petit décroché, il sert à laisser le passage pour un élément sur la carrosserie, je ne sais plus ce que c'est. Les petites ailettes ici derrière, elles servent à donner de la rigidité et à venir se fixer sur les longerons. Et le petit débord devant, il faut qu'il soit à la bonne hauteur avec les trous ici, pour pouvoir fixer ici en dessous une autre traverse qui tient le réservoir d'essence ici en dessous. Bon, bah maintenant qu'on a vu ça, ça paraît beaucoup moins compliqué et il ne reste plus qu'à trouver comment on la fabrique. Donc je l'ai décomposé en plusieurs pièces. Une première pièce pliée ici à 90 degrés droit. Une deuxième pièce pliée sur le dessus avec plusieurs plis à 45 degrés si je dis pas de bêtises. Puis les petites ailettes sur les côtés. Ok, maintenant qu'on a ça, il faut finir avec les supports de carrosserie. Donc, on en a un ici, et un ici. Donc là, pas de difficulté particulière. On vient placer les trous par rapport au plan de référence, et après on relève les côtes, les angles et les rayons. Ça, c'est vraiment facile.
Bon, au niveau du pliage, il y a certaines règles à respecter. En fait, il y a une relation entre la distance entre ces deux arêtes, donc c'est ce qu'on appelle la taille du V, l'épaisseur de la tôle et le rayon qu'on veut obtenir pour le pli. Donc moi je travaille sur de la tôle de 4 mm, je veux un rayon de 4 intérieur. Donc j'ai fabriqué mon V en fait en fonction des abacs pour avoir le rayon qui correspond à ce que je veux. Quand on veut plier des pièces en U comme ça, et ben, ce qui va se passer c'est que quand on va faire le deuxième pli, la pièce va venir interférer avec le poinçon. Donc il faut fabriquer un outil qu'on appelle en colle de cygne. Donc l'outil en colle de cygne. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venu placer toutes mes pièces que je voulais fabriquer. Je suis venu vérifier pour définir le col de cygne le plus adapté à mon besoin. Donc j'ai déterminé que ça, c'était le col de cygne qui fonctionnait le mieux pour ce que je veux faire. Mais bon, ça c'était un peu galère à fabriquer. Il fallait faire un angle ici, souder un renfort là, il y avait un angle ici. J'étais pas sûr de pouvoir bien gérer mon parallélisme entre tous mes éléments du poinçon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une grosse cornière en acier que j'avais à la maison, qui fait 180 mm de côté je crois. Et j'ai essayé dans ma simulation pour voir ce que ça donnait. Et en fait on voit que ça remplit la même fonction. Ce qui peut se passer, c'est que ça va peut-être se déformer ici, on verra bien. Bon, spoiler, ça a déformé. À gauche, c'est celle qui est complètement déformée, donc j'ai dû en refabriquer une neuve à droite. Mais avec ça, ce sera beaucoup plus facile. J'aurai qu'une seule soudure à faire ici pour mettre la barre de 8 mm et une soudure à faire ici pour le relier au fer de 10 pour monter dans le porte-outil. Voilà ce que ça donne. Ok, donc là j'ai déjà plié quelques pièces. Donc c'est les pièces qui sont là. Il reste encore tout ça à plier. Donc j'ai un peu amélioré mon setup. En gros, ce que j'ai fait, j'ai rajouté des petites aiguilles ici, des petits guides en fait pour pouvoir venir placer la pièce correctement dans la presse. Et j'ai rajouté aussi une petite cale ici comme ça, vous allez voir. Par exemple, si on veut plier cette pièce, en fait toutes les pièces elles ont été, l'endroit du pli a été gravé au laser pendant la découpe. Donc en fait je suis venu fabriquer des petits indicateurs comme ça, que je viens régler au préalable. Donc pour les régler, ce que je fais, en fait le but c'est que l'indicateur indique précisément le milieu entre ces deux arêtes. Donc je viens les calibrer en venant mettre une petite pièce carré comme ceci. Donc là la pièce est dans le fond du V et après je desserre la vis et je viens régler pour que la pointe coïncide vraiment avec la pointe du carré. Donc comme ça en fait je suis sûr que le bout de l'aiguille indique le milieu du V. Une fois que ça c'est réglé, je vais venir placer ma pièce dans la matrice. Je vais venir placer mes deux indicateurs de position. Voilà. Ensuite on retire. Et on utilise la manette pour faire descendre le poinçon. C'est parti.
Donc là, ici, il nous faut un angle de 100 degrés normalement. Donc là, on n'est pas assez fermé. On va la remettre un petit coup. Le seul défaut de cette machine, enfin un des principaux défauts de cette machine plutôt, c'est la précision de l'angle qu'on obtient en pliant. C'est-à-dire qu'en fait pour pour un déplacement donné de l'outil dans le sens Z, ça va correspondre à un certain angle. Mais c'est pas toujours bien répétable parce que la machine elle a du jeu et que peut-être la matrice elle se déforme, enfin le poinçon il se déforme un petit peu. Ce qui fait qu'en fait j'ai du mal à avoir le bon angle à chaque fois du premier coup. Pour les angles à 90 degrés, je me suis trouvé ma petite technique. Sur le bâti de la machine, j'ai ici le guide en fait de l'outil qui va venir coulisser là-dessus. Et en fait je me suis fait un petit repère, on le voit peut-être pas très bien ici. Je me suis fait un petit repère au crayon là, c'est le petit trait bleu. Donc en fait je sais que quand je suis à peu près là, je suis à peu près à 90 degrés. Le problème c'est que sur cette pièce, on doit faire un angle de 100 degrés. Et que pour l'instant j'en ai pas encore fait. Donc c'est pour ça que c'est un peu essai-erreur quoi. Là c'est pas mal. On va pouvoir passer à l'autre côté. Donc on voit que vraiment la pièce elle est bien pliée. On n'est pas exactement sur le trait. On voit qu'il y a un petit décalage, je sais pas si on va le voir à l'écran, mais ici le trait il est vraiment au centre du pli. Alors que de ce côté-là, il y a un léger décalage. Le trait est un petit peu trop à droite. C'est parti pour plier l'autre côté. Donc là, on va plier ça. Donc c'est là que cette matrice, elle prend tout son sens. En fait, à la base, j'avais prévu de me faire une matrice droite, comme ça. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand on plie avec une matrice comme ça? La pièce, elle va remonter de chaque côté, comme ça. Et en fait, ce côté-là va venir interférer avec la matrice. C'est pour ça qu'il faut une matrice qu'on appelle la colle de cygne. En fait, j'ai conçu ma machine pour pouvoir monter des outils avec du fer plat de 10, parce que c'est quelque chose qui se trouve facilement dans le commerce, et qui est facile à souder. Enfin, là, par exemple, c'est le même principe en fait sur la matrice là-bas. Je viens souder ma tige de 8 mm sur ma plaque de 10, ce qui fait que je mets juste une plaque de 1 mm. Ça place automatiquement bien la tige par rapport au fer plat, et j'ai plus qu'à remplir le gap avec de la soudure, quoi. C'est parti, pliage de l'autre côté. Donc là, la pièce est en position. Ensuite, on va avoir un support de radiateur à l'avant. Donc là, pareil, c'est une pièce qui normalement est faite dans une matrice spéciale. Donc, on va la décomposer en 3 pièces. Une première pièce qu'on voit ici, avec un simple pli. Et les 2 pièces des côtés,
avec un simple pli et on va venir ressouder et meuler le cordon. Donc ça c'est la pièce qui sert à supporter le radiateur de refroidissement du moteur. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souder cette pièce. Donc là en fait j'ai construit une petite cale en bois avec le bon angle pour pouvoir venir mettre un serre-joint pour le mettre en position. J'ai réglé ce côté-là. Donc on a... La tôle c'est du 4 mm. Je l'ai mis à 2 mm du bord. Ce côté-là je ne l'ai pas encore réglé, je le ferai après parce que c'est compliqué de régler les deux en même temps. Là on voit qu'on est bien... On est bien bord à bord, donc on va pouvoir souder. C'est parti. Donc là voilà un côté qui est pointé. Maintenant on va pouvoir régler et pointer le deuxième. Et après on va souder. Et voilà ce que ça donne après avoir soudé et avoir meulé. Là, toute notre carrosserie peut se monter maintenant sur le châssis. On va s'intéresser maintenant au support de tout ce qui va concerner la suspension, les amortisseurs. Donc voilà ici le support d'amortisseur côté conducteur. Donc pareil, c'est encore une pièce qui est faite avec une matrice spéciale, donc il faut la reconcevoir, il faut réfléchir à comment on va la fabriquer. Moi ce que j'ai choisi de faire, c'est de réaliser un premier pli là, un second pli ici, un troisième pli ici, et ici venir souder pour remplir, puis meuler. La seule chose qui est fonctionnelle, c'est l'emplacement et le diamètre du trou pour que l'amortisseur vienne se fixer au bon endroit et qu'il n'y ait pas de jeu. Il faut aussi respecter la cote d'encombrement. On ne veut pas que entre cette arête-là et cette arête-là, il y ait 60 cm. Sinon, ça ne va pas passer dans l'aile, ça va taper sur d'autres choses. Ensuite, à l'arrière, on va avoir aussi un support de suspension. Pareil, qu'il faut aussi reconcevoir. Donc, cette fois-ci, ça va être une pièce pliée et une pièce usinée qu'on va venir ressouder dans la pièce pliée. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, l'idée, c'est que l'amortisseur, il va venir sur cet axe-là. Ici, on va venir y mettre un écrou M12 pour le verrouiller, un écrou frein. Et l'amortisseur va être ici en dessous. Donc là, en fait, sur les châssis de Jeep, on a souvent de la pourriture qui se forme ici, de la rouille. Parce que ça, c'est... L'eau, en fait, vient stagner ici. Et puis, de l'eau qui stagne, ça finit par rouiller. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que dans ma conception, j'ai prévu ici des petits trous d'écoulement de l'eau pour éviter que ça repourrisse sur le nouveau châssis. Donc maintenant, on va placer tous les supports en fait pour les lames de suspension. Donc au milieu, c'est une pièce pliée en U, comme ça. Donc là, il n'y a vraiment rien de difficile. La seule chose qui compte, c'est que le trou soit à la bonne altitude et au bon placement suivant l'axe longitudinal. On va avoir cette pièce qui va être ici pour les ressorts de l'avant et ici pour les ressorts de l'arrière. À l'arrière, ici, on va avoir un morceau de tube qu'il va falloir usiner, qui va accueillir en fait les silent blocks de lame. Donc ça, c'est une pièce à usiner. Et à l'avant, on va avoir un peu des deux. Une pièce usinée en forme de tube comme à l'arrière et une pièce pliée en forme de U qu'on viendra souder sur le longeron. Bon. Bah là, il faut imaginer que maintenant, il y a une carrosserie
et il y a une suspension. Il nous manque le moteur. Donc au niveau du moteur, encore une fois, il va falloir reconcevoir un petit peu les supports. Donc on a un support qui est plus gros que l'autre, tout simplement parce que le moteur va tourner dans ce sens-là, et que donc ce support-là va recevoir plus d'efforts. Donc c'est des pièces qu'on va décomposer en deux parties. Donc en fait, encore une fois, une sorte de U et une petite plaque de renfort qu'on viendra souder pour renforcer. De l'autre côté, le principe est à peu près le même. Donc en fait, ce que j'ai fait pour dessiner ces supports-là, c'est que je me suis inspiré de ce qu'on peut trouver un peu sur le web. Bravo, vous êtes sur Internet. Notamment aux États-Unis, chez les collègues de Throttle Down Custom, qui fabriquent des châssis complets. Je me suis fortement inspiré de la conception de leur support moteur. Ok, donc maintenant on a un moteur, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque quelques petits accessoires par-ci par-là. Alors, il nous manque ici le petit support pour le câble. Il nous manque à l'avant un support pour la barre stabilisatrice, un support pour le boîtier de direction. Il nous manque une équerre ici qui va servir à tenir des câbles, je crois que c'est des câbles de frein et de frein à main notamment. À l'avant ici, un support pour la barre stabilisatrice. Ici, il faut rajouter les entretoises de support de boîtier de direction. Donc c'est juste des tubes usinés qui passent à travers le longeron pour pouvoir venir fixer le boîtier de direction sans détériorer le longeron. Ensuite, en dessous du châssis, on va avoir ici 3 douilles qui vont servir à fixer le support de boîte de vitesse. Hop, j'en ai oublié une là. Donc ça va être des douilles usinées dans de l'acier. Il faut la mettre au bon diamètre. Ensuite, il faut réaliser un taraudage dedans. C'est du tarot en filet 1/2 pouce. C'est 1/2 13 UNC. C'est ça. Donc j'ai dû acheter un tarot spécial pour les faire. Pourquoi je les ai pas passés en M12? Moi je pense que la question elle est vite répondue. La réponse elle est facile. C'est parce que les vis en fait sont des vis très spécifiques avec une petite portée conique. Et je les trouvais pas tout simplement en M12. Alors que en 1/2013 c'est facile à trouver aux États-Unis. Je les ai fait venir, ça coûtait 2 fois moins cher qu'en France. Donc voilà, valait mieux acheter un tarot à 10 balles sur Amazon que de chercher des vis spéciales. Donc la première chose à faire pour usiner ces pièces, ça va être de charioter pour mettre au bon diamètre la douille. On vérifie le diamètre, c'est bon. Ensuite, je vais monter un fourré à centrer dans mon mandrin pour pouvoir en fait faire un premier petit trou un petit peu conique qui va servir à guider le fourré pour le perçage suivant. Bon là, désolé, on voit rien à cause de la lampe. Pour tarauder en 1/2 13 UNC, il faut d'abord percer en 10,75. Mais pour pas avoir trop de copeaux à évacuer d'un coup, je fais un premier trou en diamètre 6. Là maintenant c'est le 10,75. J'utilise une petite burette avec de l'huile pour pouvoir lubrifier et éviter que ça chauffe. Vu que j'ai pas d'outil à tronçonner, j'utilise un outil à rainurer que je suis en train de mettre à la bonne position avec mon réglé. Et je viens faire une petite rainure et ensuite je finis à la sciaméto.
Bon, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus efficace, mais ça fait largement le job. Ici, je tiens la pièce avec un tournevis parce qu'elle est assez chaude et j'ai pas envie de me brûler les doigts. Maintenant, ce que je fais, c'est que je remets la pièce dans les morts du tour, mais dans l'autre sens cette fois, pour ajuster parfaitement la hauteur de l'épaulement, la longueur de l'épaulement en fait. Mon tour, c'est un vieux coucou italien de 1956. Donc là, je suis en train d'installer un comparateur pour pouvoir en fait mesurer les déplacements. Parce que il y a du jeu dans les axes en fait et les verniers sont complètement flingués. Donc je suis obligé d'utiliser ce petit comparateur pour pouvoir faire des pièces un peu précises. Si vous êtes intéressé à voir comment je fais vraiment pour utiliser le tour avec le système du comparateur et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La prochaine fois que je ferai une pièce, je filmerai et j'expliquerai plus en détail ma procédure. Ok, là ça devrait être bon, on vérifie. C'est bon. J'enlève le comparateur. Maintenant ce que je fais, c'est que je change légèrement l'angle de mon outil pour pouvoir faire un petit chanfrein à 45 degrés sur le bord des pièces, pour pas avoir d'arête tranchante. Dernière étape, je vais utiliser un forêt de 13 pour pouvoir faire un chanfrein dans le trou avant de tarauder, ce qui va guider en fait mon tarot et faciliter le taraudage. Un petit coup de papier de verre pour avoir quelque chose de bien lisse sur la face. Et c'est terminé. Taraudage magique. Boum. Bon, faut en faire 6 comme ça, c'est un peu long en vrai. Ensuite, j'ai rajouté un renfort de longeron à l'avant, ici. Sur les châssis de Jeep, il arrive souvent que ça fissure ici. Le mien, c'est le cas. Il a été réparé n'importe comment. Et en fait, c'est dû à la boîte de direction qui est ici, qui va exercer un effort trop important sur le longeron et qui va finir par le casser au niveau du pli en fait. Donc ce renfort-là, il sert à empêcher que ça fissure. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Ensuite, c'est que des pièces symétrisées. Body mount, support de lame. Voilà. Il reste ici un support de barre stable à l'arrière. Ça, je pense que je vais pas la remonter. Beaucoup de gens disent que cette barre, elle sert à rien. Bon, on verra bien. J'ai quand même fabriqué le support pour être conforme à l'origine, mais je pense qu'il servira à rien. Bon, bah voilà. Ça commence à être pas mal. Il manque un truc. Dans l'épisode 1, j'avais parlé de la plaque en fait de support de réservoir qui était complètement pourrie. J'avais dit qu'il fallait la refabriquer. Donc on va en profiter pour la faire en même temps. Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui compte en fait, c'est de respecter la hauteur entre cette face et cette face pour que ça puisse venir se boulonner au bon endroit. Il faut mettre les bons angles et les bons dégagements ici parce que le réservoir il est légèrement chanfreiné. Ici on a des trous qui vont servir à tenir les sangles qui tiennent le réservoir sur la plaque. Et ici derrière, cette plaque là en fait elle sert de protection thermique parce qu'on a la ligne d'échappement qui passe là et on veut pas que l'échappement brûle le réservoir. Et voilà, grosso modo, c'est pas plus compliqué que ça.
Bon, voilà quand même ce que ça donne, le châssis en rendu pseudo-réaliste avec les longerons. Je suis plutôt content du résultat. Et là, si on le compare avec... si on réaffiche la RTA par-dessus... Voilà. En fait, c'est là qu'on s'aperçoit que la RTA, elle n'est pas hyper précise. Parce que même si on respecte les cotes qui sont fournies, il y a quand même des choses qui sont plus ou moins au bon endroit. Là, par exemple, voilà, on voit que ça... on voit qu'ici, le trou que moi j'ai fait en utilisant les codes de la RTA, bah, il tombe pas tout à fait au même endroit que le dessin que eux ont fait. Pareil ici à l'arrière, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est des plans qui ont été faits dans les années 80. On est en droit de douter de la précision du blueprint, sachant qu'en plus c'est quelque chose qui a été scanné, qui a été converti en PDF, que j'ai dû remettre à l'échelle dans mon logiciel. Enfin, c'est quand même semi-précis. Ce qui fait foi, c'est vraiment les cotes et les fonctionnalités. Donc là, toutes les pièces que j'ai fabriquées sont prêtes. Donc là, on a les supports moteurs. Ça, c'est un support de barre. C'est un support de barre. Le support de biellette stabilisatrice. Les supports de cabine. Support amortisseur avant. Support amortisseur arrière. Une braquette qui sert à porter des câbles. Les entretoises de boîtier de direction. Ça, c'est le support de radiateur. Cet épisode, il était un peu long, mais au final, on a quoi? On a un 3D complet avec toutes les cotes. On a toutes les pièces qui vont être assemblées sur le châssis, qui sont fabriquées, qui sont prêtes. Il nous reste les longerons. Ok, donc dans le prochain épisode, on va assembler les longerons avec toutes ces pièces. Ça va être un gros épisode aussi. Il est déjà prêt. Il est plus intéressant parce qu'il y a moins de conception que dans celui-ci. C'est moins moi sur l'ordinateur qui vous explique à quoi les pièces elles servent. J'espère que vous avez aimé quand même. Dites-moi en commentaire en vrai si c'était trop lourd ou si c'était intéressant. Et puis abonnez-vous. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi. Il y a la Grange de Jazz sur Instagram. Donc des fois je mets des petites stories des outils que je reçois, des choses que je suis en train de faire. Il y a quand même un décalage entre ce qui se passe sur YouTube et ce qui se passe en réel. Là cet épisode il dure 45 minutes mais en réalité ça m'a pris quand même plusieurs mois pour en arriver là. Ciao. Cruising with my girl from bar to the starry sky. Her laughter's all I need, don't need to know why. In this rusty red truck, we've got all we need. This small town love, yeah, it's our creed. This small town love, yeah, it's our creed.